Que oui, Enfin, vous aimez. ouais, j'ai une deuxième fille qui maintenant a épousé un Russe. Aussi J'ai des petites filles qui parlent russe et français. Vous vivriez aujourd'hui en Russie? En URSS, Ouais, avec le régime. ouais. Oh, écoutez, hein, on vit partout. J'ai vécu bien pis que ça. J'ai vécu en Allemagne nazie, sous Hitler, en pleine guerre, et en qualité de déporté du travail, et en qualité de forte tête puni, surveillé de près. Alors, hein, après ça, oui, Mais avec le tempérament que vous si avez, j'avais le vous seriez moteur qu'il faut, en Russie, en Union soviétique aujourd'hui, avec le tempérament que vous avez, où je serais? vous seriez dans un goulag ou vous seriez tout à fait libre? Je crois que la réponse est dans la question. Mais j'étais prêt à y aller, hein. Si j'avais eu le moindre indice de la présence de Maria quelque part, si j'avais eu la moindre nouvelle, j'y fonce. Alors Cavana, tout à l'heure, on parlait de la guerre et on parlait de l'horreur et on en parle encore, et les Ruskov, c'est un peu cela. Votre dortoir, c'est quand même le camp de la prison, hein. Mais je pense qu'à un certain moment, il y a eu le déchirement. D'ailleurs, je ne le pense pas, j'en suis sûr, puisque vous le dites. Vous avez été délivré, vous êtes parti du côté de la France. Maria, l'héroïne, a été délivrée. Elle a été enlevée par les Russes. Elle est partie du côté de la Russie. Donc, on peut en conclure ceci. Seule la tragédie aurait pu vous permettre de vivre ensemble. Si tout avait continué, vous n'auriez pas été séparés. C'est-à-dire, si Hitler avait gagné la guerre, Oui, par exemple. c'est terrible, ça. Mais si Hitler avait gagné la guerre, que se serait-il passé pour nous autres sous-hommes? Parce que tout le monde était sous-homme à ce moment-là. Ça commençait par ce qu'ils appelaient les tziganes, les Russes, comme vous l'avez dit, les Juifs. Mais petit à petit, en s'avançant vers Paris, nous aurions été tous des sous-hommes. Non, ça, il y avait une chose qu'on souhaitait ardemment, et plus que tout, c'était qu'il la perde, cette guerre, puisqu'il y avait guerre, et puisqu'il était question de gain et de perte. Mais, plus que tout ça, ce qui nous dominait, je me rappelle, quand je dis nous, je parle de cette chambrée que nous étions, dont je vous parlais tout à l'heure, cette chambrée de gars qui s'était un peu reconnus à la longue et qui s'étaient regroupés. C'était notre dégoût pour le fait même de la guerre, le fait même qu'on ait admis la possibilité de la guerre, qu'on l'ait laissé grossir, et que tout au long de ces années, des états-majors se préparaient, que des gens allaient dans des écoles de guerre, dans des écoles militaires, apprendre à faire la guerre, et que ça faisait partie, mon Dieu, d'une des éventualités de la politique, comme l'a dit, je crois, Bismarck. Hein. Bon. Et puis, ben, bonjour, et ben oui, effectivement, on fait la guerre. Bon. Et on l'avait un peu voulu, cette guerre. On l'avait laissé grossir Hitler, on sait bien pourquoi. On l'avait aidé à grossir, parce qu'on avait peur de quelque chose de là-bas. On a dit, un ogre va bouffer l'autre ogre, laissons-les se bouffer entre eux. Ben oui, mais il a commencé par nous bouffer nous. Bon. Et tous ces trucs-là qui nous apparaissaient à ce moment-là bien clairement, nous dégoûtaient à tel point qu'on disait, cassez-vous donc la gueule, bande de cons, de gauche, de droite, du nord, du sud, vous avez toujours le bon droit de votre côté, vous avez toujours votre patrie, votre bon Dieu pour vous bénir, nous on n'est pas dans le coup. Sauvons notre pauvre petite peau. Enfin, je vois chez vous, Cavana, une chose exacte, le feu brûle toujours. Enfin, pour ce qui est du cœur, pour ce qui est du souvenir, et puis pour ce qui est du présent. Enfin, on parlait des Ruskov, vous en parlez comme vous pourriez parler des Rital, et il y a un piège que vous avez évité. Vous auriez pu tomber dans le jeu des mots, parce que c'est vrai que vous les employez, les mots, que vraiment vous les traficotez, vous les noyautez dans votre style, et vous auriez pu en abuser. Et tout est bien passé, mais vous devez le savoir quand même. Alors est-ce que vous avez, lorsque vous écrivez, une manière personnelle de faire les choses? Est-ce que vous reprenez votre texte pour ajouter encore des mots, des expressions, et pour être le langage, parce que votre langage, c'est celui, en fait, de la rue? Alors, ensemble, vous voudriez dire, est-ce que vous écrivez d'abord un texte, disons, neutre, Oui. bon, et puis est-ce que vous l'entrelardez ensuite, Voilà. est-ce que vous lui rajoutez entre deux virgules, par-ci, par-là, quelques expressions fortes? Le nourrissez-vous après? Non. Non, Non, voilà. non. Je le pense d'ailleurs. J'écris
Comme ça vient, c'est-à-dire comme les idées s'agencent logiquement ou comme ou chronologiquement, le langage, c'est le mien, c'est-à-dire c'est celui de toute une catégorie, c'est celui de tout le monde. J'allais dire c'est le français populaire, mais le français populaire c'est le français de tous les Français quand ils ne parlent pas au micro. Et puis je le reprends, et si je le prends, si je me bats avec, c'est pas pour rajouter des choses, c'est pour, je ne sais pas, c'est pour pour arriver à pour faire passer ce que je veux qu'il passe. Je ne peux pas mieux m'exprimer. Si j'ai une émotion que je ressentais et que je suis en train de raconter, de l'écrire, je veux que celui qui la lise n'ait pas simplement la mention devant lui, monsieur un tel ressenti, ou je ressentis à tel instant telle émotion. Mais non, je veux qu'il la ressente lui aussi. Et exactement la mienne. Et alors il faut, alors là évidemment, c'est une bataille de précision et puis de rythme aussi. Cavana, votre enfance a été dure, elle a été difficile, elle a été rigoureuse, mais en fait, elle a été nécessaire parce que c'est elle qui vous a façonné. Comme quoi, tout est inscrit, mais la vôtre peut-être un peu plus que les autres. J'ai eu une enfance d'un môme de banlieue, oui. d'un môme d'ouvrier de banlieue. Une enfance heureuse, pauvre heureuse. Ah oui, alors. Oui. Ah oui, heureuse. Pauvre, je ne m'en rendais pas compte que j'étais pauvre. Alors j'y pensais pas. On est pauvre quand on s'actualise pauvre, quand on se dit je suis pauvre. Mais ça, pas un seul moment, ça ne m'a effleuré. J'y pensais pas. Oui, j'étais heureux. Qu'est-ce que je me suis marré. Alors c'est vrai, on a parlé des Rital, on a parlé des Ruskov. Moi je me rappelle un livre qui m'avait vraiment enthousiasmé, c'était Stop Crève. D'abord c'était une série de chroniques, et je crois que là vous aviez mis beaucoup de choses et que ce livre est passé inaperçu. Très bonne question. Parce qu'il y avait tout, la vie, la mort, la vieillesse. Je me rappelais que vous disiez à ce moment-là, la seule mort c'est la vieillesse, il n'en est pas d'autre. La seule mort, c'est la seule mort hideuse, c'est la belle mort. Oui, c'est ça. Parce que celle-là... Alors pourquoi un livre que l'on croit bon, que d'autres ont aimé, n'arrive pas à percer? Et c'est ce que je disais tout à l'heure, les mystères de l'édition. Mais c'est pas seulement l'édition, également, il faut être reçu. C'est le public qui a une responsabilité aussi, car au final, c'est lui qui choisit. Non. Le public choisit à condition qu'il soit admis à choisir. S'il n'a pas eu... Ah ben, ce sont vos éditions. Vous étiez aux éditions du Square à ce moment-là ou non? C'était chez qui, là? C'est chez Jean-Jacques Pauvert. C'était chez Pauvert. Ah, pourtant, oui. Ah, quand même, Jean-Jacques Pauvert a imposé une édition. Jean-Jacques Pauvert a dû estimer que ce livre ne justifiait qu'un tirage limité. Je crois qu'il le tira à 5000, je crois. Jean-Jacques Pauvert a sans doute, et Jean-Jacques Pauvert est un éditeur judicieux, il connaît son métier, il a sans doute pensé que ce genre de livre n'avait aucune chance de toucher le grand public, quoi. Alors, tirant à 5000, il est bien évident, je crois qu'il y a, je ne sais pas, 30 000 libraires en France, à peu près. Il y a 25 000 points de vente. 25 000 points de vente. Ne parlons pas de livres, 25 000 points de vente, oui, à peu près, peut-être plus, mettons, peu importe. À peu près. Il est bien évident qu'en tirant à 5 000, on ne peut pas les servir tous. Et il est bien évident que... comment je voudrais pas câbler Pauvert, bon Dieu, si Pauvert... Mais peut-être que Stop Crève, il peut repartir ce livre? Vous voyez, le succès d'un livre chez un écrivain, c'est peut-être la chance pour les autres livres. C'est la chance qui s'appelle Chancel. Oh, non, ça c'est autre chose. Les Rital, oui, ça, alors là, les Rital, plus de 100 000 exemplaires. Hein. Les Ruskov, avec le prix interallié. D'ailleurs, il faut bien préciser que les Ruskov n'avaient pas eu besoin du prix interallié pour prendre leur envol, il faut le dire. Mais peut faire, je crois, je connais un peu la température, dans les 300 000 exemplaires. Wow, et avant, vrai je crois. Yahoo! Mais vous êtes devenu un capitaliste, là. Bon, il y a ce livre Stop Crève, qui n'a pas dépassé 5000 exemplaires. Si ce livre revenait en librairie, pourrait-il avoir une chance? C'est ça l'important. Je n'ai pas parlé pour nous emballer sur des tirages. J'ai parlé pour les autres livres qui n'ont pas eu de succès. Bon, Stop Crève était un livre qui n'était pas fait comment je vais pas en vue tel ou tel gain. Stop Crève était d'ailleurs un recueil d'articles qui avait paru dans Charlie Hebdo sur environ 2 ou 3 ans, mais à intervalles espacés. Ça me revenait. C'est une idée que j'avais en tête et que je voulais exploiter.
Ces bouquins-là non plus, je les ai pas faits en ayant l'œil sur le chiffre de vente. Non, bien sûr. Bon, il se trouve qu'ils marchent, tant mieux, j'en suis très très content. Non, c'est-à-dire c'est le prochain. Vous aurez l'œil sur le chiffre du prochain. Maintenant, bon, je suis journaliste avant tout. Hein. Alors, bon, Stop Crève, c'était un cri. C'était vraiment, je gueulais. Je me fichais pas mal de gagner de l'argent dessus. Je le faisais pas pour ça. C'était vraiment un appel. Enfin, il faut que je dise le thème, il faut que je résume le thème. Est-ce que j'en ai Oui, bien sûr, quelques secondes là? Oui, oui. Nous allons mourir, tous, chacun. Je vais mourir. Je le sais. C'est extrêmement désagréable. Je le sais, je le sens pas. Je le sais par analogie, parce que je sais que tout homme est mortel, etc., etc. Bon. Mourir, ce n'est pas mourir de la grippe ou d'un infarctus ou d'un accident. Mourir, c'est vieillir. Nous savons tous que notre vie est limitée, qu'elle va... toute notre conduite, tout est fait en fonction d'une certaine trajectoire qui commence là, qui va finir là. On sommes à chaque moment, sans nous en rendre compte, nous sommes en train de mesurer le temps qui nous reste et ce qu'on va pouvoir faire avant. Il faut que telle étape soit franchie, et c'est peut-être une fatalité biologique. En gros, depuis une vingtaine d'années, à peu près, on sait où il faut chercher, où il faut travailler pour lutter contre le vieillissement, qui est la seule vraie mort. Il y a des chercheurs qui le font d'ailleurs. Il y en avait en France, il y en a presque plus. Il y en a, je crois encore, qui s'appelle le docteur Marcelo Coelho, qui travaille à l'INSERM. Je crois que c'est la seule équipe qui reste en France, avec des moyens très très réduits qui n'intéressent personne. Il y a plusieurs équipes aux États-Unis, mais eux aussi, tout ça est considéré comme de l'utopie pour doux rêveurs. Les gens sont tellement conditionnés à la mort, à accepter la mort, qu'ils ont même peur qu'on puisse leur évoquer autre chose. Ils ont des consolationnismes. La mort n'est qu'une étape, la vraie vie commence après. Vas-y voir. De toute façon, toute vie, la mort et la vie sont complémentaires. La vie se nourrit de la mort et gna 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 et pouf et pouf. De la philosophie à deux ronds, de la métaphysique, des consolations. La vérité, c'est que je vis et que je ne veux pas mourir. Et que quand je mourrai, eh ben, ça sera pas de bon cœur. Vous ne voulez pas qu'on vous fauche la vie? Non. Je ne veux pas que ma vie diminue, je ne veux pas que mes cheveux blanchissent, je ne veux pas que mes dents tombent, je ne veux pas devenir vieux et moche, je ne veux pas devenir faible, je veux être un homme en pleine possession de ses moyens, et toujours. Immortel. Je m'en fous, c'est même pas ça. Ça, c'est une conséquence. C'est un sous-produit de la chose. Immortel, on ne peut pas. Parce que, à partir du moment où la vieillesse, supposons la vieillesse supprimée, le corps est toujours aussi résistant aux maladies, on a toujours évidemment, on est jeune, on va fixer, on est jeune, donc entreprenant, aventureux, risque tout, et tout. On n'attrapera plus les maladies de vieillissement, mais on a toujours autant de chances d'attraper d'autres causes de mortalité. Des maladies dont on n'a pas encore trouvé moyen qu'on ne sait pas encore guérir, des accidents, ou des coups de revolver, ou des suicides, ou je ne sais pas, des causes de mort. On mourra donc, un jour ou l'autre. Ces causes de mort, qui sont assez rares, si vous voulez, assez peu fréquentes, la probabilité est faible. Une probabilité très faible, répandue sur un temps infini, devient une certitude. À partir du moment où on ne vieillit plus, on vit donc en principe éternellement, donc on mourra par accident un jour ou l'autre. Seulement on ne sait pas quand. Mais on est sûr qu'on mourra. Mais oui, mais c'est pas grave ça, on vit très bien avec cette idée-là. Justement. À partir du moment où on ne Il sait faut pas le savoir, quand on c'est tout. mourra, on part tous les week-ends en voiture, on sait très bien qu'il y aura tant de morts, tant de blessés, tant de morts. On part quand même. Et on sera un de ceux-là. Peut-être. Alors Maria, c'est l'héroïne des Ruskov, vous n'en parlerez plus maintenant. Enfin, vous y penserez. Le feu flambe toujours. Mais elle n'est pas dans d'autres livres, elle est dans celui-là. Et totalement. Je ne sais pas.
Parce qu'il y a également les autres aventures de Cavana, ce sont les aventures du petit Jésus, les aventures de Dieu, les aventures de Napoléon. Il y a eu Et le singe de Vincon, il y a même cet autre titre, Le con se surpasse. Mais il s'est quand même surpassé, mais dans le bon sens. Et la suite, il y a encore une suite qui s'appelle ouais. Où s'arrêtera-t-il? Alors justement, où s'arrêtera-t-il? On ne sait pas. Hein. En tout cas, il y a ces deux livres, Les Rital, et puis Les Ruskov. Les Ruskov, je le rappelle, vient d'obtenir le prix Interallié. Les deux paraissent chez